Salut Salut Marabout. Bienvenue dans votre nouveau contenu présenté par Histoire d'Afrique et Yassa chez nous, votre rendez-vous sur les cultures, histoires et parcours d'Afrique du Nord. Bon visionnage. Bon visionnage. Bon visionnage. Azoul les marabouts et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission en collaboration avec Histoire d'Afrique et Yassa chez nous, Yassa chez vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, on va parler de danse nord-africaine avec une personne qui est vraiment versée sur cette culture. Aujourd'hui on accueille Rai Saleh. Bonjour. Hello Nawel. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Merci pour ton invitation. Ça fait plaisir de te recevoir. Alors Leïla, pour un petit peu de contexte, tu es chorégraphe, danseuse, tu es à la tête de la compagnie de danse Kif Kif Bledi et du studio Kif Kif Bledi Studio, éponyme du coup, dans le 11e arrondissement de Paris, c'est correct? Exactement. Alors aujourd'hui avec toi on va aborder plusieurs sujets, on va parler de danse nord-africaine, histoire de défricher un petit peu ce que c'est, un petit peu aussi d'essayer de casser un petit peu tous les mythes qu'il peut y avoir autour, parce que quand on parle de danse nord-africaine, les gens à tort pensent qu'il s'agit de l'oriental, or on va voir que c'est pas vraiment ça, voire pas du tout. On va parler aussi d'appropriation culturelle, de fake news autour de la danse qui peuvent exister parce que, comme toute chose, la danse, ça circule et puis ça se démocratise, ça se vulgarise et parfois pas de la meilleure des manières, ni par les meilleurs vecteurs. Et puis on va parler ensuite d'une actualité qui est française mais qui touche les danses traditionnelles et donc ça te touche directement dans tes activités, qui est la loi 1149. Alors, première question sur notre premier axe, la danse nord-africaine. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, une petite liste de styles de danse nord-africain, nous dire un petit peu d'où ils viennent, de quelle région, et puis expliquer un petit peu le contexte. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est guerrier? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est à l'intersection de toutes ces choses-là? Je t'écoute. Merci. Mais effectivement, déjà, les danses d'Afrique du Nord viennent d'Afrique. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas dans le continent asiatique, au Moyen-Orient, ou tout ce qui concerne... Voilà, la culture arabe, même s'il y a des liens évidemment. L'Afrique du Nord, c'est Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Donc il y a des spécificités quand même traditionnelles, ancestrales, séculaires, sur des danses amazighes, puisque le peuple amazigh est le peuple originel d'Afrique du Nord, tu en parles largement dans tes contenus. Et donc ces danses amazighes sont principalement basées sur des symboliques autour de la nature. La nature, la vie sociale, la vie tribale, donc également la guerre, le spirituel, effectivement, qui existait avant l'expansion de l'islam au 7e siècle. Donc il y avait par exemple des hommages à de la nature, la déesse Tanit, voilà, des symboliques pour la fertilité, etc. Donc il y a ces danses qui sont ancrées, qui existent encore, heureusement, même si certaines sont en voie de disparition. Et puis au milieu de tout ça, il y a la danse orientale égyptienne, même je dirais du Caire, puisqu'il y a d'autres danses en Égypte qui sont traditionnelles, le beladi, le saïdi, qui a été, on pourra en parler, exotisé, même inspiré de la danse classique, vraiment à l'époque coloniale, pour avoir des danses solistes de femmes en costume de pièce sur des scènes de cabaret, et pour faire aussi écho au cinéma d'Hollywood à l'époque. Donc si on vient aux autres danses traditionnelles, on peut citer des danses très connues comme la danse kabyle qui représente la cueillette des oliviers, l'argada et l'Ahlaoui qui sont des danses guerrières, donc qui m'affectionnent particulièrement parce que je suis de la région frontalière d'Oujda, danse masculine, militaire même, avec beaucoup de codes. On a le Cherbi au Maroc, le Ahwesh, donc Ahwesh, une danse poétique qui est très liée à la nature. Par exemple, on se met en ligne, épaule contre épaule, avec tout ce qui est mouvement de champ de blé. En Tunisie, la danse de prédilection est le Fezzani, qui vient quand même de la région du Fezzen, qui est lié à la Libye. Donc il n'y avait pas ce découpage post-colonial en carré un petit peu de pays. Les danses traversent aussi les pays. Ner, qui est une danse partagée entre l'Est algérien, l'Ouest tunisien dans le Sud, où les femmes vont séduire, trouver leur futur mari en se passant du parfum dans les cheveux. Donc c'est très très vaste et il y a énormément d'inspiration. On parle aussi des danses citadines,
qui ont une influence arabo-andalouse du fait du bassin méditerranéen et de l'intervention aussi de la culture arabe. Donc plus des danses qu'on va trouver à Tanger par exemple, ou bien Constantine en Algérie, les danses algéroises. Voilà, c'est assez vaste et honnêtement, il y a des centaines et des centaines de danses qu'on peut répertorier. Magnifique. Il y a beaucoup de danses, et tu l'as un petit peu dit, qui sont des danses sociales, des danses qu'on incorpore à travers la vie avec le groupe, la famille, etc. Ce qui fait que finalement, en fait, on apprend par mimétisme, et par mimétisme, je parle aussi de ressenti global à l'intérieur d'un groupe où on pratique et on évolue avec. Donc il n'y a pas vraiment d'enseignement de la danse, des danses nord-africaines traditionnelles à proprement parler. En revanche, et tu l'as dit un petit peu en filigrane, il y a des styles qui sont en voie d'extinction. Alors moi, je te propose qu'on parte un petit peu sur la voie de cette extinction. Pourquoi il y a des danses aujourd'hui qui sont menacées? De quoi est-ce qu'on a été, au nord de l'Afrique, dépossédé à ce niveau-là? Effectivement, donc c'est important de rappeler que nos danses traditionnelles sont des danses sociales. Donc en gros, il faut les pratiquer dans un contexte social. On n'est pas des danses de divertissement ou des danses académiques ou scéniques de base. Donc de facto, si le propos social, les fêtes de village, comme on appelle les wahda, les moussem, n'existent plus pour diverses raisons, parce qu'il y a l'exode rural, les pratiques dansées traditionnelles amazighes viennent principalement des populations amazighes qui sont en général dans les montagnes, dans les campagnes. Donc l'exode rural va créer une scission en fait dans la transmission intergénérationnelle également. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'expansion, le développement des femmes dans le monde du travail qui fait qu'il y a moins de transmission parce que les femmes sont un vecteur intangible de transmission culturelle. Donc si elles ont moins le temps de transmettre les cultures comme, immatérielles comme la danse, eh bien c'est aussi en voie de disparition. On parle aussi, par rapport à nous qui sommes le fruit de l'immigration, qu'il y a quand même des millions de personnes qui ont immigré en Europe, aux États-Unis, et du coup, pareil, on est dispatché, on ne recrée plus ce lien social. Et puis le dernier, qu'il est un peu plus difficile de documenter, c'est la colonisation également, du fait que nos danses ont été exotisées, parodiées et stigmatisées particulièrement auprès des femmes, ce qui fait qu'on ose moins danser en communauté pour ne pas coller à ce cliché-là. D'ailleurs, c'est une remarque que je t'ai entendu formuler, et c'est des constats qu'on peut faire quand on est issu de la diaspora nord-africaine ou descendant d'immigrés. On se rend compte que typiquement les mariages ou les fêtes pour les naissances, le genre de réunion familiale comme ça, on est quand même, je ne vais pas dire en petit comité parce que c'est pas en petit comité, c'est pas vrai. Mais en tout cas, dans un espace vraiment où on est ensemble et sans de gens trop de l'extérieur, c'est là qu'on voit que la danse, justement, il y a une vivacité dans la danse, dans sa pratique, et que là, elle est pratiquée justement sans cette appréhension du regard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, quand on est issu de l'immigration, on pourrait se demander, typiquement, il n'y a pas des mariages non plus tous les 4 matins. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour rester dans cette mouvance d'apprentissage dans le groupe et très naturellement? Justement, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer Kif Kif Bledi. C'est un constat très simple qui est double. Déjà, on vit en France. Pourquoi on n'apparaît pas à notre juste valeur dans des théâtres, dans des espaces du spectacle vivant qui sont considérés, et qu'on est toujours associé à des trucs de quartier, d'associations, etc. Donc ça, d'une part, ça permet de recréer des espaces de transmission et de danse sociale. Et puis je suis très heureuse effectivement que même avec les différentes migrations, les différentes évolutions de société, parce que je ne l'ai pas aussi cité, il y a aussi un désintérêt des jeunes générations dans nos pays d'origine sur les cultures traditionnelles. C'est has-been, nous on veut être sur les réseaux sociaux, on n'en a rien à faire, etc. Donc la chaîne de transmission se casse. Eh bien, les mariages, où qu'ils soient, dans le monde entier, nord-africain, il y aura toujours de la musique, de la danse, de la nourriture et les tenues traditionnelles. Et ça, c'est vraiment pour moi le pilier qui n'est pas suffisant, alors, évidemment ça ne couvre pas tout, mais qui est rassurant, en tout cas sur le patrimoine immatériel. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que nos pays d'origine, surtout Maroc, Algérie, Tunisie, les gouvernements ont conscientisé très tôt ce risque de perdition, d'extinction, et donc il y a du budget qui a été mis pour créer des festivals. Il y a des danses qui ont été préservées, sauvées, comme la Gedra. Et l'autre option, c'est aussi l'UNESCO. Il y a le Teskouyin, par exemple, qui est une danse traditionnelle du Maroc, guerrière aussi, qui se danse avec des poignards.
qui a été enregistré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO et qu'il faut protéger. Donc voilà, l'idée c'est que pendant des siècles, la culture, la civilisation amazigh a perduré via la transmission uniquement orale, et que là, depuis, on va dire, à peu près 40 ans, 50 ans, on cherche d'autres moyens, qui soient numériques, institutionnels, de préserver ces danses. Et donc, nous, on y contribue à notre modeste échelle avec, qui vous l'ai dit, Paris 11e, pour tous les gens qui veulent venir, voilà, via des cours de danse, des événements, pour ne pas attendre, comme tu dis, le mariage au bled de l'été de la cousine pendant 1 an. Et maintenant, je souhaite justement, enfin, ça fait le pont un petit peu entre la question que je viens de te poser et celle qui précédait. C'est quand on parle de préservation d'une culture, et là d'une culture dansée, d'une culture mouvante, et de son expansion à travers les diasporas, il y a aussi des sous-cultures, des sous-genres et parfois des inepties qui se créent. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce mythe de la danse orientale, ou en tout cas de la femme nord-africaine qui ondulerait, et toute cette imagerie qui a été créée autour de la femme nord-africaine et sa manière de danser, qui à la fois aujourd'hui pourrait lui faire défaut, car souvent quand les femmes dansent, quand elles ont une appréhension, et ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est parce qu'on va leur dire que ça fait mauvais genre, que ça doit se faire dans des alcôves très privées et pas en public. C'est un peu lié à toute cette imagerie qui a été créée autour. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce stade-là? Comment est-ce qu'on est passé de nos danses traditionnelles, sociales, spirituelles, etc., à un mythe très orientaliste, très hypersexualisé, qui n'a pas grand-chose à voir avec nos danses originelles et qui pourtant a été incorporé en société comme une tare à laquelle il fallait surtout pas se rapprocher. Exactement, je vais commencer avec le pire cliché que j'ai pu entendre au Maroc par exemple, qui est Shtahat Kabaret, c'est-à-dire la danseuse de cabaret. Donc Shtaha, ça veut vraiment dire danseuse. Au Maroc, c'est considéré comme une insulte, qui veut dire prostituée, dans des cabarets. Donc déjà, on associe la danse à cette pratique-là, qui a été largement développée durant la colonisation. En fait, l'orientalisme, ce n'est pas un courant artistique comme on pourrait parler, je ne sais pas, de cubisme, réalisme ou autre. C'est un courant propagandiste. Donc c'était un des outils, il y en a eu de nombreux, utilisés par la France notamment, mais aussi l'Angleterre, l'Espagne, pour promouvoir le propos du coup de l'empire colonial, parce qu'il fallait aussi peupler les colonies, donc il fallait avoir un argument. Et un des arguments pour envoyer des hommes dans les colonies, c'est de regarder ces femmes si accessibles, qui vont tout faire pour vous, qui vont s'exhiber, qui vont se prostituer, qui vont mettre leur corps à disposition, parce que de toute façon, elles n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de patrimoine, elles n'ont que leur corps à vous offrir. Et donc ça s'est structuré. Ça s'est structuré en construisant des cabarets exotiques, fantaisistes, en créant du coup beaucoup de peintures. Donc tous les outils ont été utilisés, en envoyant des anthropologues écrire des livres sur nous, en utilisant la vidéo. Il y a eu énormément de production de cartes postales, de vidéos, de photos, puisque ça coïncidait aussi le début de la colonisation avec le début de la photographie et de la vidéo dans les années 1900. Et donc, il y a eu tous les centres cinématographiques d'Afrique du Nord qui appartenaient aux colons, donc Angleterre ou France, qui décidaient du pitch de la femme soumise qui va danser, boire, fumer et séduire le colon blanc. Donc, ça a perduré, le fameux terme de danse du ventre. Danse du ventre, ce n'est pas que la danse orientale telle qu'on la connaît en costume de pièce. Ce sont toutes les danses qui utilisaient le ventre. Donc on peut parler aussi de danse algérienne, marocaine, qui étaient qualifiées ainsi. Et donc, autant Maroc, Algérie, Tunisie, ça a été exploité dans le propos colonial, et ensuite ça a arrêté d'être exploité au moment des indépendances. On a repris en fait possession de nos danses traditionnelles, on les a pratiquées telles qu'on les pratiquait avant, c'était de la mise en scène. Autant la danse orientale, comme on l'appelle Raqs Sharqi, en Égypte, c'est nourri de ça. C'est-à-dire que les Égyptiens eux-mêmes ont voulu entrer un peu en concurrence avec Hollywood, et donc il y a un star system avec un business et du marketing qui a fait de cette danse une danse académique, une danse de scène, une danse soliste, avec des stars qui elles-mêmes étaient égyptiennes. Et c'est là que toute la confusion naît, parce que ça a été beaucoup mis en avant, et la confusion du coup de cet Orient qui irait du Maroc jusqu'en Irak fait qu'on nous dit encore aujourd'hui « Ah, tu fais de la danse orientale ».
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous voulez comprendre un petit peu ce qu'est l'orientalisme, et justement qui n'est pas un courant artistique et incroyable par le fantasme de ces ailleurs orientaux et sahariens. Faut lire Edward Said, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, tout est dans le titre et c'est vraiment une base très très sérieuse qui peut permettre de comprendre justement tout le propos que Leïla explique là, ne serait-ce que par rapport à la danse, mais ça concerne plein d'autres choses coloniales qui sont justement gorgées d'orientalisme pour justifier des méfaits, des maltraitances et énormément de choses très macabres. Exactement. De ce postulat que tu viens d'évoquer vis-à-vis de toute cette confusion qui s'est créée suite à une colonisation, l'exploitation des corps, l'hypersexualisation des femmes, puis une sorte de réappropriation par des danseuses et des danseurs égyptiens qui en font quelque chose. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de retournement du stigmate capitaliste? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il y a un autre mouvement qui vient se greffer sur ce fantasme justement de cette danse orientale, c'est l'appropriation culturelle qui se fait justement par les femmes d'Amérique du Nord et les femmes d'Europe de l'Est pour beaucoup, qui ont justement la prétention de pratiquer des danses d'Afrique du Nord, mais qui sont typiquement en train de véhiculer des idées, je ne sais pas, néo-orientalistes peut-être. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que le sujet d'appropriation culturelle, personnellement, je ne suis pas chercheuse, anthropologue ou universitaire. Hein, je le conscientisais, mais pas directement. Je me disais, bon, c'est un concept qui existe, effectivement, qui peut être néfaste. Mais quand j'ai été, avec qui vous l'ai dit, touchée directement par ce phénomène, là, on sent en fait tous les tenants aboutissants. Donc, on a été victime effectivement de ce phénomène-là d'Europe de l'Est, mais également principalement des États-Unis. Et donc, les deux approches sont très différentes. Aux États-Unis, en fait, ils ont créé un style de danse qui s'appelle American Tribal Style, voilà, et d'autres styles un peu fusion, dès les années 60. À San Francisco, c'était un peu l'esprit hippie, on fait des foires avec des spectacles, donc c'est vraiment la reproduction de ce qui a été fait pendant l'époque coloniale, parce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais un des vecteurs de voilà, ces femmes danseuses, cabaret, divertissement, ça a été les expositions coloniales. En France, on peut citer celle de 1889, qui était l'inauguration de la Tour Eiffel, mais ce que peu de gens savent, c'est que c'était une exposition coloniale, avec des personnes venues des colonies pour divertir. Donc, ils se sont inspirés dans voilà, la côte ouest de ça, de ce qui existait à l'époque comme archives. National Geographic, dans les années 60, ce n'était que des archives coloniales. Et puis de femmes qui ont fui la colonisation en Afrique du Nord pour se réfugier aux États-Unis et pour gagner leur vie, danser dans des nightclubs. Donc, avec toutes ces influences ajoutées à des inspirations indiennes, flamenco, des tatouages à mazir, des bijoux, petit à petit, ces Américaines-là, première, deuxième génération, ont créé des styles formatés, académiques, avec des noms orientalistes. Donc tout est basé sur de l'orientalisme et des archives coloniales. Et pour au final avoir la prétention, je dis bien la prétention de dire, mais c'est pas traditionnel, nous c'est un style américain, ça s'appelle American. Désolé, mais quand on décortique et que vous avez un pas qui s'appelle le Berber Knee Walk, qui consiste à marcher sur les genoux, et que moi en 2020 j'arrive, je dis excusez-moi, pourquoi vous avez appelé ça berbère? Donc quand même, entre 60 et 2020, il s'est passé beaucoup d'années, personne n'est capable de me l'expliquer, c'est que vous êtes noyé dans de l'orientalisme et du fantasme, jusqu'à ne plus savoir d'où viennent ces danses. Donc c'est de la double appropriation culturelle, hein, c'est que déjà on s'approprie une culture qui n'est pas la sienne, on n'implique pas les gens de culture, sinon il n'y aurait pas eu de telles erreurs. C'est principalement, il faut le dire, une danse de blanche qui a été voilà, marketée, donc qui coûte très cher. Il faut passer des certifications, il faut voyager. Et donc il y a tout ce côté pécunier aussi qui joue beaucoup. L'Europe de l'Est, c'était différent. On a eu double effet qui se coule. On a eu l'appropriation culturelle via le plagiat. Puisque Kif Kif Bledi, la spécificité, moi j'ai quand même fait une formation académique en modern jazz en parallèle de ma formation au bled, voilà, dans les montagnes avec la famille. Eh bien, le concept de Kif Kif Bledi, c'est qu'on a une approche chorégraphique alternative, j'appelle ça alternative, parce qu'on n'est pas dans un événement social, on le crée sur scène, et je fais des chorégraphies, parce que je suis aussi chorégraphe et que c'est mon métier.
Eh bien, ça a été novateur. Je ne le ressentais pas forcément comme ça. Ça a été novateur. C'est pour ça qu'aussi qu'on a été invité en Afrique du Nord. C'était nouveau de faire des chorégraphies. Et donc, on a partagé allègrement, naïvement sur YouTube l'entièreté de nos créations qui ont été plagiées massivement durant une dizaine d'années, même mes compagnies précédentes, en Europe de l'Est, pour que les femmes fassent des compétitions, apprennent les chorégraphies à leurs élèves, et tout ça en copiant la musique qu'on utilise, les mouvements exacts, les tenues, même des fois des tenues que j'avais fait comme ça, qui ne sont pas du tout traditionnelles, ou des mouvements, parce que j'ai aussi fait du hip-hop, etc., des influences avec des poses par exemple. Elles vont refaire la même chose sans comprendre la différence entre ce qui est traditionnel ou pas. Et là, c'était assez catastrophique, parce qu'on a été jusqu'à un stade où on a été invité en Russie en 2019, et on s'est retrouvé confronté à des personnes qui étaient complètement, on va dire, inertes face à l'échange culturel. Tout ce qui les intéressait, c'était de copier quelque chose en 2 dimensions et de le restituer sur scène pour pouvoir avoir un auditoire et gagner de l'argent avec ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'on comprenne bien que, on parle là de Russie, mais c'est quand même un pays qui, quand tu vas dans les organisations de danse, il y a des gros budgets, tu as des workshops où tu n'as pas 2 élèves, hein, tu n'as pas un petit groupe de 15. Hein. C'est des choses qui sont colossales, qui sont gigantesques, il y a vraiment des moyens pour organiser des grands événements, idem hein, d'ailleurs aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de ce biais-là dans la manière de diffuser, de prétendre diffuser une culture justement ailleurs en se prétendant légitime. Et là tu me dis que tu as vu des personnes qui t'invitent mais qui sont inertes lorsqu'il s'agit d'échanges culturels et limite, je me permets, d'apprentissage, puisque ce n'est pas leur culture, et toi tu es quand même une émissaire de nos cultures nord-africaines. Moi j'aimerais justement qu'on parle de ça parce que je sais que tu as beaucoup confronté des personnes sans nécessairement rentrer dans le côté plagiat, mais tu as vraiment confronté des personnes qui faisaient de l'appropriation culturelle, qui prétendaient que certaines choses étaient amazighes de tel ou tel pays, de telle ou telle région, en faisant... Je ne sais même pas comment vraiment le qualifier, mais pour nous, qui connaissons notre culture, ça s'apparenterait à du déguisement ou une forme de parodie. Pour elles, c'est très sérieux et ça leur paraît être tout à fait exact. Quand tu les confrontes à ça, alors que ce soit en vrai, comme le cas que tu as commencé à introduire, ou alors sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe en général ? Alors c'est là le plus gros drame en fait, c'est que déjà on est invisibilisé, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand on nous plagie ou qu'il y a de l'appropriation culturelle, on nous crédite pas, on ne nous cite pas, on ne nous demande pas notre autorisation, on ne nous invite pas à travailler avec ces personnes-là. Donc on est exclus, mais on aime bien mettre en avant nos cultures. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, quand c'était des cas comme ça, il n'y a pas eu que la Russie, il y a eu la République tchèque, la Hongrie, etc. Premièrement, évidemment, on contacte la personne de manière courtoise, mais incisive, parce que quand même on est sur un cas de propriété intellectuelle, au-delà du culturel. Donc j'envoie un message assez courtois, bonjour, vous ne nous avez pas sollicité, etc. Donc quand c'est des cas de plagiat, pouvez-vous nous donner des explications et retirer la vidéo, ce qui paraît normal. Pour le cas de l'appropriation culturelle au sens large, de dire écoutez, c'est de l'orientalisme et c'est colonial, donc il faudrait arrêter de répéter ces schémas. Nous on est là, on existe, vous pouvez nous booker, voilà, vous pouvez nous citer. Au début, comme je n'avais pas encore, on va dire, la portée que j'ai maintenant, on me dit t'es personne. Je dis excusez-moi, mais je suis héritière, donc j'ai pas besoin d'être plus, j'ai pas besoin d'un statut. Donc en contrepartie, on me dit moi ça fait 40 ans que j'étudie, j'ai voyagé en Égypte, ça. Donc quand on me dit ça, je sais très bien que ce sont des personnes qui ont travaillé dans des restaurants, dans des safe spaces pour danser devant des touristes. Donc ils n'ont pas été dans le derb ou bien le douar dans le fond de la montagne avec Khalti, voilà, mais les ancêtres pour apprendre quoi. Ils ont eu une face encore un petit peu enjolivée. Et puis même se confronter à un public qui n'est pas nécessairement celui des anciens dans les campagnes, mais juste un public peut-être même civil, mais qui connaît quoi. Exactement, qui a averti. C'est pas un public local, c'est un public qui a un œil étranger, donc qui ne peut que valider, en tout cas d'un œil très extérieur, ou en tout cas dire oui j'ai apprécié ou j'ai pas apprécié, mais il y a aucun socle culturel qui permet de dire oui ça c'est leur culture, quoi. Exactement. Du coup, nous, on n'a pas d'autre moyen que de communiquer. Ou j'ai eu un second stade ensuite, c'est de dénoncer effectivement sur les réseaux sociaux. Alors, on essaye quand même de ne pas afficher les gens, mais à un moment donné, on n'a juste pas le choix parce qu'il faut montrer des preuves. Eh bien, vraiment, le processus, je le connais par cœur. C'est-à-dire, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, la semaine d'avant.
c'est très récent, où j'ai anticipé le processus qui allait se passer. Étape 1, on contacte la personne. Étape 2, la personne efface notre message, efface notre parole, pour ne plus rester de traces. C'est-à-dire que désormais, quand je mets, et je le dis ouvertement, quand je mets un message, un commentaire, etc., je suis obligée de garder une preuve en screenshot, systématiquement, sinon on ne me croit pas. Ensuite, il y a des personnes qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'on va dire, excusez-moi, pouvez-vous nous donner des informations ? On va me bloquer. Voilà, comme ça j'ai plus accès au contenu. Et donc c'est silencier nos paroles, alors que quand même on est expert, on reste courtois. Et l'étape la plus lointaine qu'on ait eue, c'est carrément un cas d'appropriation culturelle et de plagiat d'une grande star libanaise, arabe, qui est Myriam Fares, qui a fait un clip qui a fait plus de 30 millions de vues avec nos chorégraphies. Donc on a pris un avocat sur conseil de nos communautés, parce qu'on n'avait pas de voix, on a posté la vidéo qui comparait les deux chorégraphies. Eh bien on nous a conseillé de faire une cagnotte pour prendre un avocat. On a pris un avocat en propriété intellectuelle, on a envoyé une lettre, etc. Eh bien, ça a été classé sans suite, puisqu'on a essayé d'arranger ça à l'amiable. Et si on veut vraiment poursuivre en justice, c'est quasiment impossible et ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc, vous voyez, au final, on est toujours bloqué et le seul moyen qu'on trouve actuellement, ce sont les réseaux sociaux, et pour sensibiliser les gens. Donc, heureusement, parce qu'on ne va pas être que sur du négatif, il y a quand même des consciences qui se sont éveillées. Donc, dans ces cas-là, on a proposé des conférences, voilà, venez apprendre avec nous. Donc il y a des alliés, on va dire, qui se sensibilisent, qui essayent de changer leur éthique, mais c'est jamais suffisant. Et on voit bien que le discours agace, c'est-à-dire que ça a vraiment commencé à bien bouillonner avec nous il y a 4 ans, et les gens sont à se dire, mais elle est sérieuse, elle fait encore ça, elle a encore fait un post, mais elle a rien d'autre à faire. Les gens veulent passer à autre chose. Excusez-moi, les colonisations sont finies depuis les années 60. On n'a toujours pas fini le travail de déconstruction et de décolonisation. Donc vous ne croyez pas que l'appropriation culturelle, ça va se régler en 3-4 ans. Il faut avoir cette patience-là et surtout être à l'écoute des experts de ces cultures. Je ne me qualifie pas comme expert, je considère que je suis toujours dans l'apprentissage, mais en tout cas des héritiers et héritières qui ont leur mot à dire. Et en tant qu'héritière d'une culture et à la tête d'un centre culturel où justement tu enseignes et tu crées d'ailleurs plein d'événements culturels où il y a des conférences, des talks, parce que du coup tu considères aussi que la danse dans son apprentissage, ça se fait aussi par les échanges, les expériences des personnes aussi qui viennent, hein, qui ont vécu les choses au pays, etc. Et ça se fait beaucoup de cette manière-là. C'est quelque chose d'important, la représentation, le fait de porter nos voix, nos paroles, de montrer ces choses-là, parce qu'effectivement, il y a ce problème d'appropriation qui se fait par des personnes de l'étranger. Mais là, on est face à un autre problème aujourd'hui en France et qui te touche. C'est carrément l'État qui met son nez dans les affaires des danses traditionnelles. Alors, juste pour replacer le contexte, il y a quelques mois, une loi, le projet de loi 1149, a été déposé, pas le projet, la proposition, pardon, 1149 a été déposée à l'Assemblée nationale pour créer un diplôme d'État pour encadrer l'enseignement des danses hip-hop. Ce qu'on sait moins et ce qu'on a moins dit, c'est que ça touche aussi toutes les danses traditionnelles, régionales, les danses clubbing. Et toi, tu te trouves typiquement dans cette situation où l'enseignement des danses du nord de l'Afrique que tu proposes vont être régis potentiellement par un diplôme d'État. C'est une proposition de loi qui a été déposée maintenant il y a quelques mois, qui normalement encadre l'enseignement des danses hip-hop. Et ce qu'on a moins dit avec ce texte, s'il venait à passer, pour l'instant il est en étude au Sénat, il a été voté à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines. Potentiellement, alors si cette loi passe, toi par exemple, au Kif Kif Lady Studio, pour enseigner le rail, tu vas devoir avoir un diplôme d'État. Est-ce que tu peux nous parler, de ça? Je en Gada, voilà, c'est mon job. Alors, comme tu l'as très bien souligné, nous, on a décidé de base de ne pas être une école de danse. Hein, j'ai studio de lundi au vendredi, même dimanche. On est un centre culturel parce que justement, on veut mettre à disposition tout ce qui a attrait à la culture et qui est indissociable, en particulier immatériel. Donc, le problème de cette loi, déjà, c'est que ça ne va pas prendre en considération cette pluralité-là, puisque ça va s'arrêter qu'au mouvement dansé. Et imposer un bac plus 3. Donc actuellement, le diplôme d'État qui existe pour les danses académiques, c'est en classique, en moderne jazz et en contemporain, c'est un bac plus 2. Donc là, pourquoi on fait un bac plus 3 ? Parce que il faut que ça s'aligne aux classifications licence, master 1, master 2 internationales. Donc déjà, il y a une volonté de s'aligner d'un point de vue institutionnel. Ensuite, si on enseigne et qu'on dit qu'on est professeur de danse, qu'on n'a pas ce diplôme,
15 000 € d'amende. Si tu as une école de danse qui a des professeurs qui se disent professeurs de danse sans le diplôme, c'est entre 3 500 et 7 500 € d'amende. Ça, c'est pour le côté un peu législatif. Donc effectivement, la loi a été votée, projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale le 7 mars. Et là, on est en attente de voir le vote au Sénat. Donc ce ne sont même pas des discussions qui sont au sein du ministère de la Culture, c'est au sein de la législature. Ce qui nous a choqué le plus, c'est que déjà, de base, on n'a pas été sollicité, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc il y a eu des discussions depuis très longtemps avec le hip-hop. Il y a eu cette volonté d'institutionnaliser le hip-hop, parce que ça fait longtemps que ça existe. C'est devenu... brandable, il y a des stars qui dansent pour Beyoncé qui sont françaises. Voilà, il y a eu pas mal de choses, il y a des gros battles qui s'organisent, ça génère beaucoup d'argent. Il y a le breakdance qui rentre dans les Jeux Olympiques cette année. Donc il y a vraiment un questionnement. Donc il y a des personnes qui sont pour le diplôme, des personnes qui sont contre. En tout cas, il y a eu des discussions. Et là, ça parle beaucoup du hip-hop. Mais si tu lis le texte de l'Assemblée nationale, cette loi s'adresse au hip-hop, aux danses régionales françaises et anciennes, aux danses baroques, virgule danse du monde, virgule autre, 3 petits points. Donc nous, on est le peut-être danse du monde, peut-être autre, peut-être le 3 petits points. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, on peut dire que les danses bretonnes, basques, etc. sont des danses traditionnelles françaises. Pourquoi faire une dissociation entre danse régionale française et danse du monde qui est très coloniale? C'est encore centré sur la France et dire il y a la danse, voilà, les danses des autres pays. Donc t'imagines bien qu'il y a des dizaines ou des centaines de milliers de danses traditionnelles dans le monde entier, des danses sociales, des danses populaires, qui n'ont jamais été cartographiées en France. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucune fédération, donc on ne sait pas qui enseigne quoi. Et du jour au lendemain, on va nous imposer un diplôme dont on ne connaît pas le contenu. Moi, l'autre point que j'ai souligné, c'est justement le sujet d'appropriation culturelle. Comment la France peut se positionner en fait en tant que personne qui délivre une attestation au bout de 3 ans de danse du Maroc, du Liban, de Sibérie, d'Italie, de n'importe quel autre pays. Il n'y a que la France en fait qui fait ça au monde, sans avoir sollicité les ministères de la culture ou l'UNESCO qui a enregistré des patrimoines. Par exemple, le TESCWIN dont je parlais tout à l'heure. Si demain quelqu'un fait un bac+3 en TESCWIN, qui va le valider? Donc le problème, c'est qu'en plus, on devra passer un examen devant un jury qui sera composé d'experts dont on ne connaît pas les qualifications, puisqu'il n'y a personne qui a eu ce diplôme avant. Donc nous, on est très dubitatif quant à ce diplôme. On considère que ça ne tient pas du tout compte des sensibilités sociales et culturelles de nos danses. C'est dangereux parce que ça amène une gentrification, une élite. Déjà, avoir un niveau bac, moi j'ai appris avec mes grands-mères, avec mes tantes, tout le monde était illettré. Ça veut dire, encore une fois, tomber sur du classisme et de l'appropriation culturelle. Et on a un esprit un peu colonial avec ce terme « danse du monde » qui est assez péjoratif. Donc on est très inquiet. On essaie de faire des choses pour se faire déjà entendre, pour qu'on nous connaisse. Mais voilà, un exemple que je donne, c'est que demain, tu as une Irlandaise qui a envie de devenir prof de danse marocaine. Bah, va pas aller au Maroc, elle va venir à Paris, dans un studio avec du parquet et des miroirs, rester 3 ans et elle aura son diplôme. Elle sera plus légitime que moi. Mais ce qui est aussi, c'est une réflexion, et peut-être que là, du coup, c'est une question ouverte. Il y a des cas d'appropriation culturelle de certaines cultures qu'on connaît dans le monde où c'est carrément les pays qui ont attaqué une marque, ou etc., pour appropriation culturelle. Il me semble que le Mexique a déjà fait ça par rapport à une marque de vêtements. Isabelle Marant. Et voilà, Isabelle Marant. Je ne savais plus si c'était Isabelle Marant ou si c'était une autre marque. Mais voilà, donc typiquement, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais encore faut-il que les pays d'origine soient au courant de ce qui se passe. De deux, que même au niveau du pays, on accorde une valeur qui ne soit pas juste quelque chose de social que tout le monde pratique juste comme ça parce que c'est dans l'ordre des choses, puisqu'on ne le questionne pas, c'est normal, ça fait partie de nous. Et que pour ça, on ait quelque chose qui puisse être défendu. Pour moi, en fait, il y a une problématique qui est assez vaste à ce niveau-là, dans ce danse du monde, virgule, 3 petits points. C'est aussi ça. Je pense même pas que les pays d'origine, et parce que ça concerne du coup tous les pays du monde, ce 3 petits points en réalité, et même danse du monde, ne sont absolument pas au courant de ça. Comment pourrait-il? Il y a quand même c'est quand même un truc de politique intérieure en France. Exactement, il y a quand même un mépris qui est assez propre à la France et qui est lié à cette culture élitiste. C'est comme les grandes écoles, voilà, la méritocratie, etc. De se dire on peut tout formater.
Mais dans les cultures populaires, ce n'est pas possible. Il faut garder en fait cet aspect populaire. Donc comment faire? Et effectivement, le mépris, il est dans le fait de n'avoir même pas inclus dans les discussions les pays d'origine. Et c'est bien ce qu'on a décrit tout à l'heure avec notre cas par rapport à Kipkibedi. On ne nous inclut pas dans les discussions, on ne nous inclut pas dans les décisions. On va nous infantiliser. Donc il y a une certaine infantilisation qui... l'argument, c'est quoi en fait? Pourquoi c'est arrivé cette loi? Et Rachida Dati l'a dit d'ailleurs le jour du vote à l'Assemblée nationale. On veut sortir les gens de la précarité, toujours ce discours, et vous montrer comment il faut faire pour être professionnel et vous donner un statut et vous allez gagner plus. Déjà, moi je pense qu'on ne gagnera pas plus. Voilà, nous, on n'est pas à plaindre, hein, on fait des contrats, on a tout l'administratif, on est enregistré, on a une association, on a une entreprise culturelle, on paye des impôts, on paye la TVA, on paye l'URSSAF, il y a tout qui est enregistré. Donc déjà, on n'a pas de leçons à recevoir sur comment entreprendre culturellement. Et on est assez perplexe sur le fait de nous apprendre plus que ce qu'on a construit seul. Donc on se demande si finalement c'est pas autre chose, ce n'est pas récupérer le contrôle, comme la France aime le faire, sur toutes les activités populaires qui peuvent se dérouler, parce qu'il y a aussi par rapport au hip-hop quelque chose d'assez condescendant qui était non mais nos jeunes vont se blesser, vous savez pas gérer des enfants, ils se blessent, on va leur apprendre des trucs de cité, ils sont dans des quartiers, etc. Donc ce cliché qui en colle encore à la peau, qui arrive aussi au conservatoire. Moi j'étais au conservatoire, je me suis déjà foulé la cheville. Bon bah ils n'ont pas ramené les pompiers. Hein. Donc voilà, il y a des clichés qui perdurent. Et sur la question de l'appropriation culturelle, donc, ce qu'il ne faut pas oublier dans la définition, parce qu'il y a des gens qui me disent ah tu portes des jeans et tu manges des pizzas, toi aussi tu fais de l'appropriation. L'appropriation culturelle, c'est quand il y a un rapport de dominant sur des dominés. Donc j'ai posé la question à l'avocat qu'on avait, est-ce qu'on peut attaquer en France sur ce sujet-là? Il m'a dit déjà je ne connais aucun cas. Et ensuite, pour attaquer, il faut être une structure, une fondation, un gouvernement qui représente l'ensemble de culture culturelle de l'ensemble des personnes qui sont lésées dans le cas d'appropriation. Et c'est ce qu'a très bien réussi à faire le Mexique sur de nombreux cas, puisque c'est la ministre de la Culture qui a pointé du doigt Isabelle Marant, qui s'est approprié des motifs traditionnels mexicains dans ses collections haute couture. Et elle a retiré la collection, elle a présenté des excuses publiques et elle a donné elle a envoyé des dons à des associations pour femmes. Donc c'est possible. Mais comme tu dis, il faut que nos gouvernements soient sensibilisés en Afrique du Nord. Et ça commence à être le cas. Ça se structure pour protéger les droits d'auteur, le patrimoine et tout ce qui est propriété intellectuelle nord-africaine. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toi Leïla d'avoir répondu à mes questions. Merci Nawel pour l'invitation et à Histoire d'Afrique aussi. Exactement. Merci à Histoire d'Afrique. Merci à Yassa Cheno. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission avec un ou une nouvelle invitée.